Alors, longtemps cantonné à des initiatives locales ou sectorielles, il entre aujourd'hui dans une nouvelle ère, celle de la structuration industrielle à grande échelle. C'est tout l'enjeu de la boucle de réemploi mutualisée déployée sur 4 régions pilotes sous l'impulsion de Citeo. Cette expérimentation d'une ampleur inédite avec 16 millions de consommateurs concernés dans l'ouest et le nord de la France marque une étape décisive vers la généralisation d'un modèle national de réemploi complémentaire à l'usage unique, chaque fois que cela est pertinent. Lors de ce webinaire, Go Réemploi, opérateur de cette boucle mutualisée, vous présentera l'ensemble du dispositif et je suis d'ailleurs en compagnie de ses cofondateurs, à commencer par Florence Durier, qui est la dirigeante de Ola Consigné, cofondatrice de Go Réemploi. Bonjour. Bonjour Bonjour. Florence, bienvenue. Olivier Le Foll, qui est responsable supply chain vert chez Conservor et cofondateur de Réemploi. Bonjour Bonjour à, Olivier. bonjour à tous. Et Fabrice Pelletier, cofondateur et président de Go. Bonjour Fabrice. Bonjour à toutes et à tous. Chantal Delamotte est également parmi nous, directrice du salon Olforpac Emballage Paris. Bonjour Chantal. Bonjour à tous. Chantal, avant de rentrer dans le vif du sujet avec nos intervenants, j'ai une première question pour vous. C'est pourquoi avoir choisi le thème du réemploi dans cette série de webinaires organisée par le salon? Alors, comme vous le savez, le salon Emballage Paris est quand même très intéressé par tout l'écosystème de l'emballage. L'emballage est indispensable à toutes les industries pour offrir des produits de qualité. Il est adapté aux produits et utilisé à tous les stades, la production, le conditionnement, le stockage, la livraison. Et en fait, il vit aujourd'hui une véritable mutation avec une prise en considération de sa fonction principale, bien entendu, mais il veut rentrer dans une boucle vertueuse dès que cela est possible. Et c'est vrai qu'on assiste en ce début du XXIe siècle à une vraie mutation et tout le monde s'accorde à utiliser de manière utile et responsable et surtout le consommateur. Et donc en fait, parmi toutes les voies qui ont été mises en œuvre pour diminuer son impact environnemental, le réemploi tient une place très importante et sa mise en œuvre est un sujet qui nous intéresse tous. Le changement est considérable dans l'organisation du circuit actuel, d'où le thème de ce webinaire géré par All for Pack Emballage Paris. Eh bien, on va tout de suite aborder ce sujet, cette mutation. On aura, durant ces 45 minutes, on va parler du contexte, du réemploi des emballages, de l'activation 4 régions pilotée par Citeo, de la présentation de Go Réemploi, mais aussi du périmètre d'action de Go. Alors, sans plus tarder, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet, mais je veux vous rappeler que vous pouvez poser vos questions tout au long de ce webinaire dans le chat, en tout cas dans l'espace Q&A, où nous ne manquerons pas de répondre à vos questions. Alors Fabrice, je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet, mais surtout de nous parler du contexte réglementaire et notamment du contexte dans lequel évolue le réemploi des emballages. Merci pour cette présentation claire. Oui, effectivement, le contexte, Chantal l'a souligné, il y a vraiment un contexte réglementaire qui a démarré avec la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, la loi AGEC, et le règlement PPWR, qui parfois, d'ailleurs, certains les opposent, mais en fait, ils ne sont pas opposés. Je dirais qu'ils sont complémentaires. Je rappelle que la loi AGEC vise une réduction des emballages en plastique à usage unique d'ici fin 2025, donc c'est à la fin de l'année, 20%, et dont au minimum la moitié doit être obtenue par du réemploi. 10% d'emballage réemployé d'ici 2027. On avait un objectif de 5% que l'on devait passer et qui n'a pas été atteint, hein, puisque les études, enfin l'Observatoire du réemploi montre qu'on n'a pas encore atteint cet objectif. L'objectif de 10% d'ici 2027 est extrêmement ambitieux et il faut y arriver. Et puis, il y a certains le voient comme un épouvantail. Moi, je le vois comme un objectif à atteindre, en tout cas un rêve, c'est cette réduction de 100% d'emballage à usage unique en plastique à usage unique d'ici 2040. Et il est évident que cette réduction jusqu'à cette presque extinction d'emballage à usage unique, alors
pour certains en plastique, pour certains marchés, hein, je dis bien pas pour tous les marchés, eh ben, elle ne peut se faire que si des solutions de réemploi viables économiquement et écologiquement arrivent. Après, vous avez le règlement PPWR qui a instauré cette obligation de reprise des emballages chez les distributeurs qui mettent sur le marché donc des boissons alcooliques et non alcooliques, donc qui est vraiment quelque chose de fondamental, puisque aujourd'hui, les magasins dans lesquels vous achetez ben, ont cette obligation de reprise lorsqu'un dispositif de réemploi est mis en place. On a d'autres objectifs, on n'est pas sur les mêmes chiffres, vous voyez. Quoi qu'il en soit, n'opposons pas ces chiffres et ne disons pas que ces chiffres vont se tuer l'un l'autre. Moi, je lis plutôt ça comme plus qu'une tendance durable, c'est-à-dire une feuille de route, quoi qu'il en soit, et quels que soient les chiffres, nos sociétés vont vers un retour massif du réemploi pour une diminution de l'usage unique lorsque ça sera possible industriellement, euh, écologiquement rentable et comme économiquement rentable. Donc la voie est tracée et ces chiffres vont évoluer au fil du temps, comme d'ailleurs les objectifs de recyclage ont évolué depuis 1992 lorsque nous avons mis tout ça en place. Merci Fabrice. Alors, dans ce contexte, on a également des attentes des consommateurs qui s'affirment. Alors c'est là que ça devient intéressant, c'est que en fait il y a effectivement c'est du déclaratif, mais il y a effectivement une forte poussée des consommateurs et en tout cas une appétence et un intérêt pour le réemploi dans leur déclaratif. Le réemploi des emballages est cité à 24% spontanément comme un levier pour mieux consommer, consommer plus responsable, puisque tout le monde est confronté au retour de ses courses et à la gestion de son emballage en fin de vie. L'emballage en fin de vie on doit finalement en faire quelque chose, s'en débarrasser, soit le mettre dans des bacs de tri, soit le réemployer. Le consommateur pense que le réemploi est une pratique vertueuse. Euh, on voit aussi, et c'est pas étonnant, que les consommateurs estiment aussi que l'offre de réemploi est insuffisante. Il n'y a pas assez ça arrive, mais il y en a pas assez. C'est l'Observatoire de l'Obsoco. Et puis, bon, dans l'intention, effectivement, entre l'intention et les faits, la réalité, Dieu, que je voudrais que ces 77% d'intention soient transformés en réalité, mais dans l'intention, à partir du moment, et je vais mettre des guillemets, on va le voir aussi tout à l'heure, où le parcours consommateur, où les choses vont être facilitées, dans l'intention, 77% des consommateurs se déclarent prêts à pratiquer le réemploi si une offre était disponible dans leur magasin habituel et bien évidemment si tout ça se pratiquait de façon simple. En d'autres termes, si on simplifie la vie du consommateur, il est prêt à faire le réemploi. Et ça, c'est à corréler d'ailleurs avec des études que vous avez déjà fait sur All for Pack, où on voit bien que le consommateur, il a son cerveau gauche et son cerveau droit qui s'entrechoquent vis-à-vis de l'emballage, parce que d'un côté, il voudrait moins d'emballage, des emballages plus respectueux de l'environnement et même voire pas d'emballage du tout. Et de l'autre côté, au même chiffre, ils réclament des emballages pratiques, faciles à ouvrir, faciles à fermer, faciles à utiliser, dont il est facile de se débarrasser en fin de vie. Donc le consommateur, ce qu'il veut, c'est des produits emballés
euh, de qualité dans des emballages pratiques et dont ils puissent gérer la fin de vie facilement. Le réemploi s'inscrit complètement dans cette tendance. Alors, j'ai une autre question, c'est pourquoi réemployer les emballages finalement? Alors, pourquoi réemballer? Attendez, j'essaie de passer le slide. Pourquoi utiliser des emballages réemployables? Alors, donc là, il y a des études maintenant qui ne mentent plus, hein, des études qui ont été faites par l'ADEME et par Citeo. Ce qu'il y a de certain, si vous voulez, là, faut pas un emballage réemployé, c'est-à-dire un emballage qui va servir d'ailleurs jusqu'à 50 utilisations pour un même emballage en verre. Eh ben, c'est quand même une réduction importante sur les ressources pour fabriquer l'emballage puisque si on l'utilise 50 fois, on ne va pas le refabriquer 50 fois. Donc des ressources en énergie et ça permet aussi pour certains matériaux, puisque là on a vu avec ce qui s'est passé en Irak, le détroit d'Ormuz, là on revoit le cours des matières premières qui va exploser. On n'est pas à l'abri d'avoir des pénuries de telle ou telle chose. Ben, l'emballage réemployable, c'est une forme de souveraineté d'un emballage finalement qui ne va pas subir les fluctuations de marché puisqu'il existe et on n'a pas besoin de le refabriquer à chaque fois. Donc ça, c'est un premier élément avec une préservation quand même de 75% d'énergie par rapport à un usage unique de même matériaux. C'est évident, le règlement PPWR, je rappelle, c'est pour la prévention des déchets. Ben, l'emballage réemployable, c'est à chaque fois un déchet, en tout cas une partie du déchet d'emballage évité. Ça ne devient un déchet que en fin de vie de cet emballage, hein, parce que cet emballage, il peut être plus apte au réemploi, mais avec une pratique qui va être différente dans la mesure où le statut de déchet de cet emballage va plus être jugé par le fournisseur de services, par les opérateurs industriels de tri et de lavage, que par le consommateur. Donc on est à peu près sûr que cet emballage, en tout cas dans les pratiques que vont faire Réemploi, cet emballage qui sera in fine un déchet, il ira dans 100% des cas au recyclage. Et puis, donc, les études environnementales, les analyses de cycle de vie réalisées par l'ADEME et Citeo démontrent que dès la deuxième, voire quatrième utilisation, il y a un avantage systématique des emballages en verre consigné par rapport aux emballages en verre à usage unique. C'est pas forcément vrai pour tous les matériaux, puisque plus l'emballage est léger, bah, plus là on a peut-être un petit peu plus de difficultés à être meilleur en carbone, mais par contre sur l'impact déchets et la pression sur les ressources, il n'y a pas de match. Après, je Hervé, vois, j'ai déjà des questions. J'essaye de. On a de nombreuses questions, mais je vais essayer d'en poser une qui est en lien avec ce que vous venez de dire. C'est comment compter les 58 utilisations de réemploi de l'emballage? Et une autre, c'est à part pour le verre, y a-t-il d'autres réemplois possibles? alors, les 50 utilisations, c'est théorique. C'est par rapport à des moyennes qui se pratiquent en Allemagne et qui se pratiquent dans la CHR, café, hôtel, restaurant. Maintenant, un emballage, il peut être non réemployable dès le deuxième usage, comme il peut dépasser les 50 utilisations. Il n'y a pas on ne va pas comptabiliser le nombre de tours que va faire un emballage, c'est de la moyenne, mais théoriquement, il est utilisable. J'étais cette semaine, par exemple, avec des gens de la CHR, vous savez, Burger King et KFC, qui utilisent maintenant de la vaisselle et on va arriver sur d'autres matériaux en plastique. Mhm. Les emballages en plastique, les verres qu'ils ont par exemple en Tritan euh,
qualifiés pour à peu près 300 utilisations. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils les dépassent largement. Donc, il n'y a pas de règle, c'est de la théorie. Quant aux matériaux, aujourd'hui, vous allez voir que nous démarrons avec le verre pour cette activation, mais qu'il y aura aussi d'autres matériaux à venir, de matériaux plastiques, de l'inox. Il y a pas mal de développements, notamment dans les standards, qui sont en cours avec Citeo. Je veux juste rajouter un élément qui est souvent opposé au réemploi. Il y a deux éléments qui sont opposés au réemploi. Le premier élément, c'est oui, mais vous faites faire des kilomètres à vide aux emballages. Alors, vous allez voir déjà que ces kilomètres, tout à l'heure dans la présentation, Florence et Olivier vous le montreront, sont largement limités. Et n'oublions jamais, moi qui suis élu membre du bureau d'un CITOM, les emballages en verre que je récupère dans mes molocs et que j'amène à mon CITOM, ils ne s'envolent pas de mon CITOM jusqu'au centre de recyclage avec leurs ailes. Ils font aussi des kilomètres pour aller au centre de recyclage. Et d'ailleurs, ils en font pour certains beaucoup plus que en feront nos emballages réemployables. Et par ailleurs, on nous oppose aussi dans le réemploi l'utilisation d'eau. Le réemploi utilise moins d'eau et 33% sur les études qui ont été faites, moins d'eau qu'on en utilise au recyclage. Au recyclage, on utilise de l'eau. Donc, il y a vraiment des intérêts à faire du réemploi quand c'est possible. C'est pas toujours possible, pas sur tous les produits, et quand il y a évidemment un intérêt économique à le faire, l'intérêt environnemental, on le retrouve dans la plupart des cas. Très bien. On va avancer, on prendra d'autres questions par la suite et je vous propose à présent de parler de la pratique du réemploi. Alors, la pratique du réemploi, ce que je l'ai dit, c'est encore une fois, que ça soit chez Go Réemploi, et c'est pas parce qu'on a marqué réemploi derrière nous, on n'oppose absolument pas les pratiques de réemploi et d'usage unique. Au contraire, bien au contraire, chez Go Réemploi et ce qui a été fait aussi avec Citeo, on est persuadé que ces deux pratiques vont cohabiter industriellement et dans les magasins et elles n'existeront que quand ça se justifiera. Pour aller rapidement, il y a plusieurs pratiques de réemploi. On en dénomme, on en a quatre. Il y a la pratique de réemploi par le consommateur qui est la recharge, hein, toutes les recharges qui sont en train de se développer. Vous avez aussi des pratiques de réemploi qui sont le vrac, c'est-à-dire le consommateur qui apporte son propre emballage ou contenant dans un magasin et qui va se servir en vrac dans un magasin. Et vous avez deux pratiques de réemploi qui pourraient paraître un peu plus industrielles. La première qui est à droite, qui est des machines qui sont en train de se développer, hein, comme des distributeurs, des machines à café, hein, qui vont vous donner la dose dont vous avez envie de produit dans une machine. Et il y a le réemploi industriel, et c'est bien celui-là dont nous allons parler, qui est un emballage réemployable utilisé par un industriel metteur en marché pour emballer son produit. En fait, c'est le même job que ce qu'il fait avec de l'usage unique, sauf qu'il va le faire avec un emballage réemployable qui va mettre sur le marché avec une consigne et que cet emballage va revenir, va être récupéré, nettoyé, trié, nettoyé, contrôlé et revenir chez lui ou chez un autre metteur en marché qui utilisera le même emballage pour être rempli à nouveau. Il y a trois types, on distingue trois types d'emballages aujourd'hui réemployables. Vous avez ces standards qui, je le rappelle, ces standards sont une obligation de la loi AGEC qui a demandé aux éco-organismes, en l'occurrence Citeo a pris le dossier de développer une gamme d'emballages standards. Euh, Qu'est-ce qu'un emballage standard? C'est un emballage conçu pour pouvoir être
utilisé par un metteur en marché, récupéré et renvoyé à un autre metteur en marché qui met le même type de produit ou pas d'ailleurs. C'est-à-dire que si vous voyez le bocal fraîcheur, on peut y mettre du jus de pomme, du jus d'orange, mais de la soupe de poisson, on aura du lait. Évidemment, la bouteille de bière, c'est de la bouteille de bière. Ces emballages standards sont reconnaissables par leur symbole Aircup et l'élément réemployable. Mais dans les emballages réemployables, il n'y a pas que ceci, il y a ceux que nous appelons les iconiques. Donc les iconiques sont des emballages de marque. Voilà, donc la bouteille de Desperado ou de Lorina ou cette bouteille de pétillant de café Paris. Mais ça peut être aussi des standards d'entreprise. Par exemple, la bouteille de Badois et la bouteille d'Evian sont les mêmes bouteilles, elles appartiennent au même groupe, à la même entreprise, à Danone, mais qui va les utiliser un coup pour Badois, un coup pour Evian en fonction de là où elles vont revenir. Très Et puis bien. vous avez ce qu'on appelle les standards RVR. Alors RVR, ça veut dire réseau vrac et réemploi. Euh, pour démarrer, puisque vous en parliez aussi tout à l'heure, pour démarrer le réemploi, puisque ça n'a pas démarré hier et ça ne démarre pas avec Go Réemploi avec nous, ça, il y a eu pas mal d'activations et vous en verrez qui ont été, enfin, d'activations, d'expérimentations qui ont été faites et il y a des boucles aussi qui tournent déjà, hein, des boucles locales. Il y a un certain nombre d'emballages qui ont été pris, alors certains qui étaient déjà qualifiés réemployables, comme par exemple les bouteilles de bière, ou d'autres qui ont été pris à défaut parce qu'ils étaient un petit peu plus solides, donc des bouteilles de vin un petit peu plus lourdes, et qui peuvent être utilisées pour le réemploi et qui petit à petit, lorsque des emballages Aircure vont être faits, vont être remplacés par ces emballages standard Aircure parce que développer un emballage réemployable, c'est long, ça met du temps et qu'on les développe petit à petit. J'ai dessiné ces emballages et j'en ai d'autres, beaucoup d'autres qui sont en cours et qui vont mettre du temps à arriver. Fabrice, Euh, on a de nombreuses questions. On va essayer d'en répondre à une oui. ou deux. Nous utilisons actuellement des sachets plastiques recyclables. Est-ce qu'il y a un intérêt à passer sur un emballage en verre réemployable et qui est plus lourd? Alors, d'abord, vous utilisez des sachets plastiques recyclables pour mettre quoi? J'en sais rien. Donc, ça, je ne peux pas C'est répondre pas parce que précisé. je rappelle qu'on ne se réveille pas le matin pour faire des emballages, on fait des produits emballés. Donc, en fait, déjà, il y a plusieurs choses, plusieurs critères qui vont faire qu'on va faire du réemploi. Il y a ce qu'on met à l'intérieur, qui est le premier critère. Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Est-ce que c'est des produits à rotation rapide? Est-ce que c'est des produits qui permettent le réemploi? Est-ce que c'est des produits qui se mettent dans des bouteilles ou dans des pots? Voilà, en fait, c'est le produit qui détermine l'emballage et pas le contraire, Mhm. pas l'emballage qui détermine le produit. Donc, je ne sais pas répondre à cette question. D'accord. Bah, Je peut-être pense qu'on que, pourra préciser dans le voilà, chat. Et il y a une autre question sur le cabas en papier vendu en caisse. Est-ce qu'il est considéré comme réemployable? le cabas en papier vendu en caisse, Oui, je ne En pense. PP. en Le cabas PP. en PP. Les sacs, les sacs, les cabas qu'on a, bah, ils sont considérés comme réemployables. Ils sont réemployables depuis bien longtemps, puisque en fait, il y a bien longtemps que, en tout cas, moi j'en ai et je les réemploie. Oui, c'est des sacs réemployables et ils ont un système. D'ailleurs, quand vous jugez qu'ils sont plus de très très bonne qualité, vous le ramenez et le distributeur il vous les change contre un neuf. Mais ça ne fait pas partie de. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps et oui, pour moi, ils sont réemployables. Après, est-ce qu'ils sont comptabilisés dans le réemploi? Non, je ne crois Ça, pas. Enfin, c'est à vérifier. Joker, je vérifierai. Très bien. On va passer à l'activation 4 régions qui est notamment pilotée par Citeo. Florence, est-ce que vous pouvez nous en parler, nous parler de cet accompagnement, notamment ce changement d'échelle pour faire du réemploi industriel alimentaire?
Alors, avec plaisir, l'activation de 4 régions de réemploi est la plus grande expérimentation et on l'espère préfiguration de ce qui se passera à l'horizon dans quelques années en France, dans toute la France. Donc, c'est vraiment la plus grande expérimentation jamais mise en place. Pourquoi? Parce qu'elle concerne 4 régions, que vous voyez sur la carte, Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France. Ces 4 régions, en fait, regroupent 16 millions d'habitants, donc c'est absolument pas anodin. Dans ces 4 régions, on attend de 750 à 1100 points de vente de la grande distribution ou de la distribution spécialisée, avec l'essentiel des enseignes aujourd'hui de distribution, en tout cas les majeures. Donc on va retrouver Système U, on va retrouver Groupement Les Mousquetaires, Carrefour, Auchan. Alors ils étaient cités sur la slide précédente. Vous retrouverez aussi, j'espère que j'en ai pas oublié, Monoprix. Vous avez aussi Biocop. Il y avait 2-3 autres infos, pardon, sur la slide précédente, si la personne qui... C'est toi, Fabrice? Et C'est sur Fabrice. revenu. Merci. Ah ok, bah, c'était pas encore arrivé chez moi. Parce que du coup, je n'avais pas abordé le 3e point. Donc, 750 magasins sur 4 régions lancés en quelques mois, c'est une performance. Et puis surtout, on attend jusqu'à 50 millions d'emballages mis sur le marché par an, avec potentiellement jusqu'à 80 formats d'emballage. Alors, 80 formats d'emballage par rapport à ce que Fabrice vous a présenté avant, c'est les formats, c'est chaque format AirCœur dont on a parlé, chaque format RVR. Aujourd'hui, il y en a une vingtaine. Et l'ensemble des formats iconiques qu'on pourrait avoir, et certains sont déjà arrivés, dans l'activation en fait. Et on a limité ce volume à 80 aujourd'hui avec Citeo. En fait, Citeo a limité à 80 emballages différents le potentiel dans cette activation. 50 millions d'emballages, c'est unique. On n'a jamais eu d'expérimentation à ce niveau-là et d'attente à ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de filières locales, on en fait partie. On monte pour les plus grosses à 3 millions, donc c'est déjà pas mal, mais on ne monte jamais jusqu'à ce montant-là. Donc vraiment, c'est la plus grosse expérimentation. Et ça a été rendu possible par 2 ans de projets menés par Citeo avec l'ensemble des distributeurs, avec l'ensemble des metteurs en marché. Donc c'est un gigantesque chefferie de projet depuis 2 ans. Et nous, Go Réemploi, nous avons été choisis comme fournisseurs de services pour opérer toute la boucle reverse et la mise à disposition des emballages AirCœur. Et donc, on va venir dessus juste après. Et donc, pour opérer finalement l'ensemble de cette expérimentation pendant les 18 premiers mois, donc de maintenant à fin 2026. Très bien. Et les 50 millions à quel horizon? Eh bien, en fait, c'est par an, donc c'est pour cette expérimentation, en fait. Parfait. Merci pour la réponse à la question. On va parler des entreprises engagées dans cette activation régionale. Olivier Le Foll, quelles sont-elles? Eh ben, écoutez, on a plusieurs metteurs en marché qui nous accompagnent, on a de nombreux metteurs en marché qui nous accompagnent sur cette activation, notamment dans la gamme des produits alimentaires, hein. On le voit, on est accompagné par des gens qu'on connaît bien déjà. Je parle d'Andros, Bioplanète, d'Anival, Le Fourgon, avec lequel on travaille déjà depuis de nombreuses années. Pour les produits alimentaires, on est surtout sur des pots, sur de la bouteille fraîcheur. Donc les pots vont arriver en deuxième partie, surtout en début d'année 2026. Pour certains, mais pour d'autres, comme les jus, je parle des jardins de l'Orbry ou les soupes de poisson, des lys de la mer, c'est déjà en route. Donc voilà, on est déjà en plein cœur de l'activation. Sur les boissons non alcoolisées, Florence en a déjà parlé, Fabrice aussi. C'est surtout les eaux minérales, c'est surtout les jus. Donc là, on est sur de la bouteille fraîcheur principalement. On a déjà beaucoup communiqué là-dessus. Et puis sur les boissons alcoolisées, eh bien c'est vrai qu'on est sur de la bière. On a la chance d'avoir beaucoup de brasseries, micro-brasseries en Bretagne, dans les Hauts-de-France. Donc c'est des metteurs en marché qu'on connaît déjà très bien, puisqu'on les, soit par le biais de boucles locales, on travaille déjà avec eux, soit sur l'usage unique, et on a la chance aussi de travailler avec eux. Donc, on part pas de zéro, on n'est pas dans l'inconnu, c'est des gens qu'on connaît très bien et qu'on va accompagner tout au long de l'activation pour que tout se passe le mieux possible. Merci beaucoup. On peut faire une petite, je dirais entre guillemets, une petite pause parce qu'on a de nombreuses questions avant de parler de Go Réemploi. En termes de questions, est-ce que les objectifs de réemploi sont également applicables dans l'industrie modèle B2B, quel que soit le secteur d'activité? Alors,
Pareil, Joker, je ne sais pas s'ils sont, il y a des objectifs de réemploi dans le B2B, mais je ne sais pas s'ils sont consolidables avec ceux du B2C. Donc, je prendrai En tout le cas, les chiffres renseignement. présentés, ce sont bien Par- les chiffres en B2C. Nous, nos chiffres, c'est des chiffres B2C, effectivement. Après, je ne sais pas quels sont les objectifs B2B. Mhm. Voilà. Et ce qui est important, si vous voulez, peut-être dans la question, c'est que dans les objectifs de réemploi, on a aussi l'emballage secondaire et l'emballage tertiaire qui s'incluent dedans, hein. Très C'est pas bien. uniquement du primaire. Alors, j'ai également une question, c'est comment répondre à la législation quand nous ne sommes pas dans ces 4 régions? Alors, Ah, peut-être une précision pour les metteurs en marché. Les metteurs Oui, en marché peuvent être dans toute la France. Ils n'ont aucune obligation d'être dans les 4 régions. Ce sont les magasins, d'accord. donc la distribution qui est dans les 4 régions. Tout metteur en marché qui souhaite participer peut venir nous rejoindre. Pour ceux qui seraient sur des boucles locales et donc qui ne vendent pas dans ces régions-là, eh bien justement, il y a des boucles locales de réemploi en fait un peu partout en France. Vous avez l'association France Consigne notamment qui regroupe en fait des opérateurs locaux. Et donc il y a d'autres boucles et ce ne sont pas les seuls, et il y a d'autres boucles de réemploi possibles à rejoindre. Et généralement, en premier lieu, il y a souvent des études à mener et donc de nombreux opérateurs comme Go Réemploi qui peuvent vous accompagner dans cette partie études sur le packaging justement pour voir comment passer au réemploi. On a une absolument. question. Juste Pardon. pour rajouter par rapport à Florence, vous allez le voir tout à l'heure dans la présentation de Massy, mais les emballages Aircœur, nous les livrons dans toute la France. C'est-à-dire que nos, les logos que vous avez vus et les entreprises, vous en avez dans le sud, dans l'est, dans le nord, il y en a partout. C'est pas des entreprises bretonnes, hein, pour la plupart. Très bien. On a une question un peu plus concrète. Où les bouteilles en verre doivent être rapportées dans une benne? Y a-t-il des risques de casse? Ah bah ça, on va en parler, on va en On, parler tout à l'heure. on en parle juste après et On en parle après, on va vous montrer tout l'ensemble du parcours et vous allez voir comment tout ça est récupéré, effectivement. très bien. Alors, Alors, Florence, je vous patientez. propose de nous parler de Go Réemploi, fournisseur de services qui va donc opérer cette boucle de réemploi mutualisé des emballages de l'activation 4 réseaux. Ok, très bien. Euh, Alors, du coup, Go Réemploi, on est un collectif en fait d'experts. Déjà, peut-être pour bien représenter qui est Go Réemploi, ce sont 5 entreprises qui se sont rassemblées pour créer Go Réemploi et avoir finalement l'ensemble des expertises que nécessite une boucle reverse de retour des emballages. Dans ces fondateurs, vous avez le groupe Massey, représenté ici par Olivier, qui est un distributeur aujourd'hui d'emballage et qui, on le verra sur la boucle, va nous aider à opérer l'ensemble des livraisons. Vous avez la société Bocoloco qui gère l'outil de traçabilité dont on va parler. Vous avez les sociétés Bout à Bout et Haut la Consigne qui sont les opérateurs de tri et de lavage. Et vous avez Fabrice, du coup, qui à la fois initiateur de ces emballages standards et initiateur de la création de Go Réemploi. Donc, je pense qu'on peut passer à la suite. On va parler du périmètre d'action de Go Réemploi et Olivier, j'aimerais que vous nous parliez à la fois de la contractualisation, de la formation, du stockage. Je vous laisse la parole. Bon, écoutez, on va essayer de faire simple. Vous avez donc le schéma complet de la boucle opérationnelle du réemploi. Tout part évidemment de la fabrication des emballages chez les industriels verriers qui sont basés en France. Euh, Nous réceptionnons la totalité du parc d'emballage dans nos entrepôts. Donc, ça représente un volume très conséquent pour le démarrage. Nous livrons les metteurs en marché sur tout le territoire national, comme Florence et Fabrice l'ont indiqué, pour conditionner les produits. Donc, effectivement, ça peut être dans le sud, dans l'est, dans le sud-ouest, peu importe. Les metteurs en marché produisent, livrent les centrales d'achat pour ensuite que les produits conditionnés arrivent en magasin directement. Donc, on a ensuite l'acte de consommation avec le consommateur final.
puis la consigne et la déconsigne, puisque le consommateur vient ramener tous les emballages vides dans les automates de récupération qui seront basés dans les magasins. Donc, il y a différents automates de récupération suivant la taille, et l'acte de déconsigne se fait à ce moment-là par un bon d'achat ou sur un remboursement carte bleue. Nous sommes ensuite chargés de récupérer les emballages donc qui seront dans des palox, donc dans des grandes caisses plastiques. Nous les collectons sur chaque magasin. Donc, c'est une vraie organisation, puisqu'on parle de plus de 750 magasins. Donc, nous les collectons, nous remettons des emballages vides à la place, nous les massifions et nous les envoyons dans les centres de lavage et de tri. Donc, soit chez Ola Consigne, chez Florence, soit chez Bout à Bout, à côté de Nantes. Les emballages sont triés, sont lavés, sont reconditionnés à l'identique de la sortie des usines verrières, et nous les récupérons pour les réinjecter sur nos plateformes et pour les réinjecter dans la boucle, et la boucle est bouclée. Parfait. Alors, Alors, qui fait quoi? Alors, qui fait quoi? Donc, Florence vous a présenté tout à l'heure les 5 acteurs de Go Réemploi. Donc, Là, c'est bon, surtout la présentation de l'outil Gear, si je peux me permettre, sur ces vas-y. slides-là, sur le qui fait quoi. Donc, l'outil Gear, c'est l'outil de traçabilité, en fait, qui va vraiment nous permettre à chaque étape, et effectivement, là, on revoit vraiment qui fait quoi dans la boucle de ces entreprises, mais l'essentiel, c'est de se dire surtout que ça va être tracé et que ça va nous permettre d'apprendre, et c'est évidemment une demande de Citeo, d'apprendre de cette expérimentation pour pouvoir corriger ce qui serait à corriger et puis la déployer au national. Donc, dans l'outil Gear, cet outil va regrouper à la fois toutes les informations à destination des magasins, et notamment les formations et l'accompagnement, mais aussi toutes les données vraiment traçables, donc la collecte des emballages, une fois qu'ils sont dans les automates, ce qu'on appelle des RVM, une fois qu'ils sont collectés, qu'ils sont arrivés dans les centres de tri, une fois qu'ils sont triés, qu'ils sont stockés, vous aurez ensuite une partie de données une fois que c'est lavé, palettisé, le stockage qui est en cours, le stockage qui part. Et puis, on aura aussi la traçabilité de tout ce qu'on gère en partie neuve, et notamment pour les AirCup, puisqu'on les Massily va les livrer neufs à nos clients. Et donc, cette réception, ce stockage, cette livraison seront également tracés dans notre outil Gear, du coup, qui est vraiment le cœur du système. et c'est important ce que souligne Florence, si vous voulez, parce que j'entends pareil, on lit beaucoup, on parle de retour à la consigne. Ce que je rappelle souvent, c'est que la consigne, elle s'est arrêtée, on n'avait pas d'ordinateur dans nos entreprises. Donc ce retour à la consigne, on parle bien de, peut-être on peut dire retour à la consigne, mais nous sommes au 21e siècle avec des outils informatiques, des plateformes informatiques, et ça n'a effectivement, et vous allez le voir dans le déroulé, pas grand-chose à voir avec ce que nous avons arrêté dans les années 70. Très bien. Alors, on va parler de la gestion du parc d'emballage standard AirCœur, réception, contrôle de conformité et stockage. Olivier? Oui, merci. Donc là, vous avez une petite carte où vous pouvez voir toutes nos implantations au niveau national sur nos plateformes de stockage, donc notamment au niveau de conserveurs. Tout ça pour vous dire qu'on est très présent sur le territoire national et qu'on couvre notamment toute la zone d'activation. Donc ça, c'est très important pour pouvoir avoir une empreinte carbone qui soit la plus faible possible dans la livraison et la collecte. Notre but principal, c'est effectivement d'anticiper tous les besoins des metteurs en marché. Alors, soit en injectant des bouteilles neuves à chaque fois que cela est nécessaire, et en récupérant les bouteilles lavées. Donc, on doit faire la synthèse de tout ça pour assurer le zéro rupture, déjà, c'est très important, et pour assurer la continuité de l'activation tout au long du cycle. Donc, voilà. On est en marche, on est en ordre de marche, et on est vraiment là pour accompagner les metteurs en marché. Je vous propose maintenant de parler de la contractualisation avec les metteurs en marché. Alors, la
Je vous en prie, allez-y. La contractualisation. Donc, on a remis effectivement une grille tarifaire qui est unique, hein, qui est valable pour tous les metteurs en marché, un tarif fixe pour toute la durée de l'activation. On a une grille de spécifications techniques qui permet de caractériser l'aptitude au réemploi d'un emballage primaire dans Reuse. Ça, c'est très important. Toutes les équipes de bout à bout et la consigne ont fait un travail exceptionnel pour synthétiser tout ça. Et on est là pour accompagner les metteurs en marché et pour qualifier leurs emballages pour que le lavage se passe le mieux possible. Donc ça, c'est un point très, très important. Pour que vraiment on ait aucun problème là-dessus. Et enfin, on finalisera par le biais d'un contrat toutes les modalités, que ce soit financières ou qualitatives, entre Go Réemploi et les metteurs en marché. Et on est dessus. Très bien. Florence, est-ce que vous pouvez nous parler de la façon dont se passe cette contractualisation avec notamment chaque magasin et nous parler aussi de l'accompagnement? Avec plaisir. Donc effectivement, alors nous, on a une contractualisation Go Réemploi au niveau des enseignes et une déclinaison de ce même contrat avec chaque magasin derrière. Ce qui est essentiel derrière, une fois qu'on a contractualisé, en fait, notre sujet à nous, c'est vraiment que ça soit appliqué en magasin, qu'on voit la communication que vous voyez sur le slide, donc la communication en rayon qui vient identifier les produits, l'automate qui soit disponible, qui fonctionne, ça c'est vraiment les engagements du magasin. Nous, derrière, on va venir effectivement expliquer l'ensemble de la boucle retour au magasin, donc avec des formations et à distance et des visites de diagnostic en magasin. Donc, on va expliquer les outils informatiques qu'il faut utiliser, la communication qui est présente et comment la mettre en place, le fonctionnement de l'automate. On a trois types d'automates, donc selon chaque magasin a son propre automate. Et on prévoit du coup d'avoir au moins 3 contacts là, sur l'ensemble des premiers mois pour chaque magasin pour vérifier que ça se passe vraiment bien. On a par ailleurs, je parlais de l'outil de traçabilité, donc on aura la possibilité de suivre en fait le fonctionnement dans chaque magasin et de pouvoir du coup faire le point si on voit qu'il y a des magasins qui fonctionnent moins bien ou il y a des arrêts pour faire en sorte que la boucle continue et qu'il n'y ait pas de rupture du service pour le client. Très bien. Tout ça, ça passe également par, on l'a évoqué un peu plus tôt, par l'encouragement du consommateur. Comment est-ce que voilà, vous l'aidez à participer à ces actions? Eh bien, pardon, excusez-moi. J'ai eu un trou parce que je regardais un commentaire en même temps. Est-ce que vous pouvez me reposer la question? Je vous parlais de l'encouragement du consommateur et notamment, comment faites-vous pour l'aider à participer à des actions qui favorisent cet engagement en fait? Ok, alors le client, du coup, le consommateur final, ça c'est vraiment tout un travail qui a été mené par Citeo. Donc toute la communication que vous voyez là, toute la charte graphique, c'est Citeo. Et cette charte graphique, elle mérite d'être uniforme dans toutes les enseignes, donc avec ses couleurs violet et orange, d'avoir vraiment, on retrouvera la même chose qu'on a dans un Intermarché ou un Leclerc à côté. Cette communication est prévue également sur les emballages et elle est obligatoire par exemple sur les emballages standard Aircare. Donc vous retrouvez le petit logo Rapportez-moi pour réemploi, ce qui permet, alors ce qui vient rappeler ce qui est déjà écrit sur la bouteille sur le verre, hein, où c'est embossé réemployable, et ce qui permet de vraiment rappeler au client final chez lui que cette bouteille-là, c'est bien celle qui peut rapporter. Parce que sinon, il faut faciliter aussi le tri chez soi et savoir que ça, on peut le rapporter pour récupérer sa consigne. L'autre point qui est une grande motivation pour le client, évidemment, c'est que ces produits sont consignés. Donc, sont consignés, ça veut dire qu'il a avancé 10, 20 centimes, peut-être 50, et donc il veut les récupérer. Pour les récupérer, il faut qu'il aille à l'automate rendre son emballage. Ce qui est très facilitant aussi pour le client, c'est qu'il aura le choix d'avoir soit un ticket pour venir un bon d'achat pour ses prochaines courses en magasin, soit d'être remboursé directement sur sa carte bleue. Ça fait partie aussi de la simplification et puis d'un niveau de plus grande confiance pour le client, puisque c'est sa consigne et quelque part, il en refait ce qu'il veut. Et enfin, vous avez le logo Triman accolé avec emballage réemployable qui vient aussi et qui est obligatoire sur l'ensemble des emballages réemployables.
et qui vient aussi permettre un niveau de vérification aussi pour le client pour savoir ce qu'il peut rapporter. Alors, ce qui est important aussi et qu'on n'a peut-être pas souligné et qui est la spécificité de cette boucle, c'est qu'elle est interopérable. Et c'est aussi pour ça que vous avez la même PLV, les mêmes couleurs dans tous les magasins et pour les automates, dans la mesure où vous pouvez acheter dans un Carrefour ou dans un Système U et ramener dans un autre magasin qui participe à l'opération un Intermarché. Il n'y a pas d'obligation pour le consommateur de ramener son emballage exactement à l'endroit où il l'a acheté. C'est-à-dire que la petite dame là, qui est en train de remettre dans la machine, ces machines seront les mêmes, en tout cas la même couleur dans tous les magasins, et elle peut le remettre dans le magasin qu'elle souhaite, là où elle se trouve. Et ça, c'est important, c'est aussi la spécificité de cette activation. C'est la première fois qu'on a une interopérabilité du retour des emballages et de la consigne. Laurence, vous vouliez également nous parler plus en détail de la récupération, de la déconsignation, mais aussi de la collecte en magasin? Tout à fait. Et ça répond à une question de Christophe Mormon qui demandait la capacité des automates. La capacité des automates, c'est à peu près 200 à 1000 emballages par automate, vraiment selon la taille de l'automate et selon la taille de l'emballage. Le 1000, c'est si on ne récupère que des bouteilles de 33 centilitres, par exemple. Et ce qui est important, c'est que c'est très simple à gérer aussi pour le magasin. Et ça aussi, c'est important. En plus du client final, il faut aussi que ça soit simplifié et facile à utiliser pour les magasins. Et donc, vous voyez qu'on aura des palox en plastique qui seront mis à l'intérieur des automates. Et quand il est plein, à la fois le magasin a l'information de manière numérique, c'est-à-dire qu'il le voit avec des petites bornes lumineuses sur l'automate et il a des alertes sur le fait qu'il est plein. Il a simplement à changer en fait avec un transpalette, un palox en plastique avec un autre palox. Il n'a pas d'autre manutention à faire. Quand il est plein, Go Réemploi en fait lance une collecte et nous venons le chercher en fait. Donc ça, c'est quand on est sur un automate. On l'a peut-être pas redit. Certains magasins plus petits seront équipés d'une douchette en caisse ou à l'accueil. Et dans ce cas-là, ça ira dans des bacs navettes violets, comme vous pouvez le voir. Et donc, dans ces cas-là, nous, on viendra chercher les bacs navettes. Et de la même façon, ils sont échangés à ce moment-là. Quand on vient chercher les palox, eh bien, en premier lieu, on a rempli notre camion avec des palox vides pour pouvoir en distribuer à chaque fois. Et puis, on récupère tous les palox pleins. Et on vient les amener dans les 2 centres de massification et de tri. Donc, les 2 centres sont ceux de Haut-la-Consigne de Boutabout. Donc, Haut-la-Consigne dans le nord et Boutabout près de Nantes. Et la répartition, finalement, enfin, on achèminera les magasins les plus proches de ces 2 lieux, puisque à chaque fois, finalement, c'est toujours ça qui vient mettre les règles, c'est d'être sur la plus grande proximité, en fait. Et donc, nous restons dans une collecte dans un rayon de 250 km pour cette partie de retour. Parfait. Il y a un point important aussi, c'est celui du tri, du lavage, du contrôle et aussi de la palettisation et retour pour le réemploi. Est-ce que vous pouvez nous parler de la gestion opérationnelle du tri et du lavage? Oui, bien sûr. Je vous disais tout à l'heure qu'on pourrait avoir jusqu'à 80 formes d'emballage différents. Ça veut dire que concrètement, en tri, on pourra trier avoir 80 emplacements de tri pour trier jusqu'à 80 types d'emballages. Alors, on va avoir des emballages type Erker. Vous aurez plusieurs brasseries qui auront la même bouteille de bière Erker et peut-être même de cidre. Vous aurez des emballages de fraîcheur Erker dans lequel Fabrice l'a cité. Vous aurez du jus, vous aurez de la soupe. Vous pourriez imaginer avoir du lait et d'autres produits. Toujours alimentaires. Et donc, ceux-là seront sur le même emplacement, puisque c'est par emballage. Et puis, vous aurez les emballages iconiques et chacun aura son emplacement. Donc ça, c'est un tri qui, dans un premier temps, est en grande partie manuel dans les 2 centres de tri et de lavage, puisqu'on doit passer sur vraiment de très, très gros volumes pour pouvoir automatiser ces parties-là. Une fois que ce tri est fait et qu'on a suffisamment d'emballages, de nombre d'emballages d'un même type, eh bien, on va pouvoir lancer le lavage. Et là, les 2 centres de lavage, en fait, qui travaillent avec Go Réemploi sont des centres de lavage qui sont lauréats d'un AEP lavage de Citeo et donc qui ont démontré en fait un niveau d'industrialisation, donc une capacité à laver à 6000 bouteilleurs minimum, et un niveau de qualité suffisant pour démarrer ces boucles-là.
Donc ça, c'est le premier point, c'est un lavage par immersion. Ça veut dire que les bouteilles, en fait, sont premièrement rincées, ensuite elles prennent un bain à 80 degrés avec de la soude qui permet de complètement nettoyer la bouteille et enlever l'étiquette. Puis elles sont rincées par des bains de rinçage successifs. La suite de la bouteille qui sont tout aussi importantes, c'est que ces bouteilles-là sont soufflées pour être séchées et sont mirées. Donc mirées, c'est-à-dire qu'il y a une inspectrice électronique avec plus d'une dizaine de caméras qui vient inspecter en fait la bouteille du goulot, les parois, le fond, pour vérifier qu'il n'y a aucune ébréchure, aucun reste d'étiquette et aucune trace alimentaire à l'intérieur. À la fin, les bouteilles sont palettisées sur des plans verriers comme pour le neuf et repartent, comme on l'avait cité, comme l'a cité Olivier tout à l'heure, repartent chez les metteurs en marché. Parfait. Alors, il nous reste quelques minutes pour parler désormais finalement du déploiement du réemploi des emballages à l'échelon national. Fabrice, un mot sur ce point. Donc, vous voyez, Go Réemploi et cette activation, donc c'est mis, je dirais, en tête, en tout cas, de craquer le modèle et de craquer un modèle qui soit un modèle déployable au niveau national dès la fin de l'activation. Qu'est-ce que serait ce modèle national? On parle de 2 milliards d'emballages réemployables à terme, dont 67% de standards. Donc, vous voyez, nous démarrons à 55 millions. Il y a quand même de la marge. On parle de 7 000 automates, de 18 000 équipements de récupération, donc 18 000 points de collecte. Par rapport à nos 750-1100 magasins, c'est vraiment du volume. On parle aussi, donc en France, même si en Allemagne et dans les pays nordiques c'est un petit peu plus, on parle d'un taux de retour de 85% d'emballage réemployable à terme. Et puis, on vous a montré 2 centres de lavage, mais le système mutualisé, justement, on aurait 26 centres de lavage partout en France, donc qui permettrait de mailler le territoire justement avec ces 200-250 kilomètres dans toute la France pour que les emballages soient récupérés, lavés le plus proche possible de l'endroit où ils ont été récupérés et redistribués chez des metteurs en marché beaucoup plus très proches. Donc vous voyez que il y a du chemin, mais que cette activation est en train de faire le modèle. Parfait. Alors, on va prendre quelques questions. On a des questions très concrètes sur les étiquettes. Y a-t-il des contraintes sur les étiquettes pour faciliter le lavage? Quelles sont les exigences en termes de colle au niveau des étiquettes produits? Alors moi, je veux bien prendre ces questions-là et puis rajouter un point, parce que j'ai répondu à une autre question où on me demandait si ça pourrait être lavé chez Option Solutions. Et j'ai Oui. oublié de préciser que dans notre boucle, j'ai parlé jusqu'au lavage. Les emballages standard Aircare sont obligatoirement lavés par Go Réemploi et donc par les laveurs qui lavent par immersion, qui sont lauréats de Citeo et qui ont été choisis par Go Réemploi. Donc là, on parle de haut la consigne et bout à bout. En revanche, les metteurs en marché des emballages iconiques peuvent faire le choix de s'arrêter au tri et de récupérer leurs emballages et ensuite de les laver où ils veulent et sont responsables à ce moment-là de ce choix-là. Voilà, c'était juste pour. Donc, nous, on peut s'arrêter au tri ou aller jusqu'au lavage. Ça dépend en fait aussi des emballages. Pour la partie étiquette et colle, Olivier mentionnait la grille de spécification technique. On vous guide en fait sur ces aspects-là. Effectivement, il faut avoir des étiquettes spécifiques et de la colle spécifique qui sont aptes au réemploi pour un lavage par immersion. Les emballages qui rentrent dans Reuse doivent nécessairement répondre à des exigences assez strictes. Citeo a écrit un guide d'utilisation pour les étiquettes que vous pouvez avoir auprès d'eux. Et ensuite, nous, on vient contrôler que vous êtes conforme. Et si jamais ça ne l'est pas, eh bien, on peut vous proposer aussi une aide pour vous mettre en conformité sur cette partie-là. Et on Très peut bien. vous conseiller, bien évidemment, en amont, si vous démarrez. Je vous invite vraiment à prendre contact avec les équipes clients de Go Réemploi qui, de manière à ne pas attendre
le couperet. Et par ailleurs aussi, les équipes de Gora Emploi font des tests, vous proposent des tests justement de lavabilité avant avant de démarrer, avant de vous lancer. Vous pourrez d'ailleurs répondre aux questions qui ont été posées, notamment pour poursuivre les échanges. Merci beaucoup. Je vais demander à Chantal de conclure voilà, ce webinaire. Chantal, on va se retrouver notamment après l'été. Absolument. Et puis j'espère que surtout ce rendez-vous vous a permis de mieux comprendre la mise en place de cette réutilisation de l'emballage, qui est un vrai challenge, et on l'a vu un peu sur une manière industrielle en France, mais on voit que c'est aussi une vraie demande européenne, de répondre à une partie de vos interrogations qui sont bien nombreuses, et puis de nourrir vos réflexions et vos actions dans l'avenir. Et puis au même titre, on fera effectivement beaucoup de rendez-vous à partir de septembre, et puis surtout on se retrouvera à partir du 24 novembre 2026 à Villepinte. Très bien, alors n'hésitez pas à scanner le QR code qui s'affiche pour être tenu informé des dernières actus. Merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation, votre éclairage très précieux. Vous étiez très nombreux à nous suivre, donc un grand merci à toutes et à tous.